toutes et à tous pour cette nouvelle séance. Tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Nous recevons ce soir le professeur Olivier Chaline de l'Université Paris 4 Sorbonne, qui va nous parler qui va poursuivre cette exploration avec nous de ce qu'est une campagne militaire à travers les âges. Donc nous suivons l'ordre chronologique. Après le XVIIe siècle du mois dernier, eh bien, nous passons au XVIIIe, ce qui est logique. Mais nous changeons tout de même de thématique, puisque nous abordons un thème bien particulier qui est très distinct de la campagne de guerre terrestre, qui est la campagne de guerre navale, qui souvent n'a pas grand-chose à voir. Donc voilà, que dire. Le professeur Chaline est l'auteur de nombreux ouvrages. Moi, je me souviens tout particulièrement d'un ouvrage qui m'avait marqué, à titre personnel. C'était votre étude sur la bataille de la Montagne Blanche. On était loin de la mer. On était loin de la mer, c'est vrai. Cette bataille qui marquait le début de la guerre de 30 ans, qui était assez remarquable, je dois dire. Donc voilà, écoutez, que dire de plus pour l'instant? Rien. La parole est au professeur Chaline pour 1 heure. Ensuite 1 demi-heure pour le public pour des questions. Et le mois prochain, donc le 19 février, nous retournerons des campagnes terrestres, napoléoniennes cette fois. Et nous nous pencherons plus particulièrement sur la campagne de 1806, la campagne de Prusse, celle qui a mené à Jena et à Auerstadt. Dans une perspective qui ne sera pas simplement d'étudier la campagne de 1806, mais la campagne de 1806 en tant qu'illustration de ce qu'est une campagne napoléonienne. Voilà, professeur, vous avez la parole. Merci, cher monsieur, de votre invitation. Donc, j'ai demandé de vous présenter une campagne de mer et j'ai pris comme exemple, un double exemple d'ailleurs, les campagnes de mer des comtes d'Estaing et de Grasse, donc ce qui nous met pendant la guerre d'indépendance américaine. Le mot de campagne a pour une marine un sens spécifique par rapport à ce que vous avez vu dans les séances précédentes, que le sens que le dictionnaire de la marine à voile de Bonnefou et Paris au milieu du XIXe siècle définit ainsi que suit. Intervalle compris entre le jour de la mise en rade d'un bâtiment et celui de son désarmement, de sa capture ou de son naufrage. Il y a des campagnes de guerre, de paix, d'évolution, de découverte, d'exploration, d'observation, de croisière, au service de l'État, au commerce, et chacun de ces mots explique suffisamment la nature de la campagne. Donc voilà notre définition de départ. Cette définition semble prendre en compte plus directement l'unité, le bâtiment, mais elle peut être aisément appliquée à l'ensemble d'une force navale, quelle que soit la taille de celle-ci. Une campagne de mer est donc d'abord une durée passée à la mer à partir de la mise en rade, et il est prudent de partir de la mise en rade car l'appareillage peut survenir plus ou moins longtemps après, selon que le vent s'y prête ou non. Un tel type de campagne, avec les fortes spécificités propres à l'élément maritime, mérite d'être considéré dans toutes ses dimensions et pas seulement d'un point de vue chronologique et narratif, en énonçant les principaux événements militaires. Donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un plan en 2 parties, un destin de Grasse. On va essayer de voir les choses d'une manière quand même un peu plus problématisée. Et la mise en œuvre d'une force navale mérite d'être examinée d'abord en termes de navigation, n'oublions pas, et également d'évolution du potentiel opérationnel de la force qui y est envoyée, parfois assez loin. Les 2 campagnes de mer qui nous intéressent ce soir, menées à 2 années d'intervalle, 1778-1779 pour la première, 1781-1700, alors la fin est déjà en soi un problème. Si vous tenez à la personne même de l'amiral de Grasse, la campagne s'arrête le soir des Saintes,
en avril 1782, mais pour une bonne partie des bâtiments de la flotte qui sont déployés aux Antilles, il faut aller jusqu'en 1783, et il est important de signaler la chose. De campagnes menées par les amiraux d'Estaing et de Grasse pendant la guerre d'indépendance américaine m'ont semblé particulièrement bien se prêter à une telle approche. Les sources, vous le savez tout autant que moi, sont nombreuses et fournies. La zone d'opération est la même, avec, nous dirions aujourd'hui, une projection de force de l'autre côté de l'Atlantique qui conduit à articuler deux théâtres aux caractéristiques très différentes. L'espace Caraïbes avec les îles du Vent et puis ensuite les îles plus importantes jusqu'à Cuba, et également cet autre espace maritime et climatique qui est celui de la côte orientale de l'Amérique du Nord. La durée de ces campagnes est dans les deux cas significative et propice à la comparaison. 20 mois environ pour la flotte du comte d'Estaing, 13 pour celle du comte de Grasse si on ne s'arrêtait qu'au soir des Saintes, mais plus de 20 mois pour certaines des unités demeurées aux Antilles jusqu'à la paix. Autre chose significative, si on compare avec des campagnes de mer du temps de Louis XIV ou de Louis XV, c'est la fréquence des combats, qui est particulièrement élevée, bien plus que lors des conflits précédents. Et les engagements peuvent être d'une réelle âpreté, qui s'ajoute bien entendu à la rudesse des conditions maritimes et climatiques. Mon propos ne sera donc pas de raconter chacune de ces deux campagnes de mer, mais d'en dégager les éléments essentiels pour la réflexion. Il s'agit d'abord, selon des objectifs définis par le pouvoir politique, de mettre en œuvre une force militaire qui devra opérer sur mer et surtout en l'occurrence ici outre-mer. Donc il y a trois aspects à considérer: la mission, la force navale rassemblée pour cette mission, et puis, j'ai gardé bien entendu le meilleur pour la fin, la mer, qui va permettre ou non la réalisation des objectifs et qui est parfois plus contraignante que l'adversaire. Et à chaque fois, pour chacun de ces trois thèmes, je vous propose d'examiner ce qui a été prévu et ce qu'on a pu réaliser. Alors partons d'un premier temps de la mission. Qui a défini la mission et de quelle manière? La décision d'envoyer une force navale revient bien entendu au roi, Louis XVI. Mais la part de certains de ses ministres est évidemment tout à fait significative. Le secrétaire d'État des Affaires étrangères, Vergennes, le secrétaire d'État de la Marine, qui, rappelons-le, a aussi dans son département les colonies, Sartine, pour la première campagne, et Sartine est un homme de robe, Castres, un officier général de terre pour la période de grâce. Il faut signaler aussi le rôle de Maurepas, ministre de fait, c'est une sorte de conseiller très influent autour de Louis XVI, mais qui est lui-même un ancien secrétaire d'État de la Marine, même si c'était des décennies plus tôt. Notons, chose quand même pas négligeable, qu'aucun marin n'a part à la décision en France à ce niveau. Dans les bureaux de la marine, les marins sont rares, justement, et pendant la guerre américaine, on va surtout y croiser le comte de Fleurieux, directeur des ports et arsenaux, mais dont déterminer l'influence exacte dans la conception des opérations n'est pas nécessairement très simple. L'envoi d'une force navale prend son sens en fonction des alliances qui sont celles de la France. Depuis 1778, avec les insurgents américains, que doivent secourir la flotte de l'amiral d'Estaing, puis celle de l'amiral de Grasse, mais également, alors je retrouve la carte, est-ce que c'est celle-là? Voilà. Et également, à partir de 1779, le Bourbon d'Espagne, Charles III, qui est le maître des îles les plus importantes des Caraïbes, notamment Cuba, avec l'arsenal de la Havane. Et l'Espagne, c'est aussi une flotte de guerre dont l'engagement est indispensable pour permettre à la France de tenir face à la Royal Navy dans la durée. Bon. Souvent, cette alliance espagnole a été jugée très sévèrement. Je pense que le dossier, on pourra en parler tout à l'heure, mérite d'être regardé de plus près parce qu'autrement, on n'y serait pas arrivé.
Il va de soi que les alliés américains ou espagnols ont leurs intérêts propres, qui ne sont pas nécessairement ceux de la France, c'est pas évident, et que les compromis en la matière, comme dans toute alliance, ne sont pas toujours satisfaisants, en tout cas du point de vue français. Les choses sont à vrai dire plus simples en 1778, puisque l'amiral d'Estaing doit surgir le long des côtes américaines pour montrer de manière la plus ostensible possible et de plus efficace qu'on puisse imaginer, le soutien militaire français à un allié de fraîche date, qui a été pendant très longtemps notre adversaire, et qui est dépourvu d'instruments navals. Ça fait quand même beaucoup de difficultés. Ces instructions à d'Estaing lui prescrivent d'attaquer les ennemis, je cite, là où il pourrait leur nuire davantage et où il le jugerait le plus utile aux intérêts de Sa Majesté et à la gloire de ses armes. Bon. C'est pas beaucoup plus précis que ça. En 1781, il faut que l'amiral de Grasse opère dans un cadre cette fois beaucoup plus restrictif, qui fait de lui rien de plus officiellement aux Caraïbes que l'auxiliaire des autorités espagnoles. Et le mot d'auxiliaire est présent dans les lettres que le secrétaire d'État de la Marine donne à l'amiral. Vous êtes l'auxiliaire des Espagnols. L'alliance franco-espagnole oriente les opérations vers un objectif commun, ou supposait-elle, qui est la prise de la principale île à sucre anglaise aux Caraïbes, à savoir la Jamaïque, qui est envisagée en fait très tôt dans le conflit, qui devient un but d'opération en 1781 et puis qui est retardé. Alors ça rate à cause des Saintes en 1782, mais on remet ça au programme pour ce qui aurait dû être la campagne de l'année suivante. La bataille des Saintes survient en avril 1782, lorsque de Grasse achemine un convoi de la Martinique à Saint-Domingue en vue justement des préparatifs de cette opération. Mais il a été prévu en 1781 que l'amiral puisse opérer aussi le long des côtes nord-américaines en venant au secours des insurgents. Et c'est bien dans les textes qui fixent sa mission, c'est bien expliqué. Ça n'est pas de Grasse qui, de son propre chef, aurait outrepassé ce qui lui était prescrit. Une fois fixée par le roi et ses ministres, la mission est énoncée dans des instructions plus ou moins détaillées, dont le processus d'élaboration peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elles sont remises, ces instructions, à l'amiral. Celui-ci peut avoir été consulté lors de leur rédaction. C'est le cas pour de Grasse en février 1781, quand on lui dit le roi a décidé que ce serait vous qui recevriez le commandement de l'escadre. On sait par des échanges de correspondance qu'il y a eu des rencontres et que, apparemment, on a peu discuté, même si on n'a pas le contenu des discussions. Alors, en fonction de l'évolution de la situation diplomatique, militaire, maritime, mais aussi des hésitations en haut lieu, les instructions peuvent faire l'objet de corrections jusqu'au moment de l'appareillage, et c'est très clair en mars 1781 pour la détermination de la mission du comte de Grasse. La précision de ces textes d'instruction s'avère très variable. En 1778, vous avez vu, je vous ai cité ce qui est l'essentiel de la mission, et le même texte est envoyé au mot près par Sartine, aussi bien à d'Estaing, qui est à Toulon, qu'à d'Orvilliers, qui se trouve à Brest. Donc il y en a un qui est en partance pour l'Amérique, l'autre qui doit opérer contre la principale flotte anglaise. Une seule consigne, mais de taille, attaquer l'ennemi, ce qui dénote un état d'esprit complètement différent de celui du conflit précédent. Quand vous regardez les instructions conservées pour la guerre de 7 ans, la mission c'est d'aller de tel endroit à tel endroit, mais par exemple à Louisbourg ou aux Antilles, mais surtout d'éviter le combat. Et là, ça change complètement les données. En 1781, ce que nous pouvons savoir des instructions, semble-t-il perdues, remises à de Grasse, est plus détaillé, et largement plus détaillé qu'en 1778. Il y a cette fois, j'y reviendrai, un double volet, à la fois antillais et nord-américain. Alors, quel exécutant pour cette mission? Le roi et les ministres, ou le ministre, font choix d'un chef pour la force navale.
les conditions exactes de la désignation conjuguent la faveur et aussi le nombre restreint de personnes disponibles réellement pour la mission. En 1778, en début de guerre, on a manifestement choisi d'impressionner les Américains en leur envoyant une personnalité navale de haut rang, puisque c'est un vice-amiral qui est envoyé. Il a 48 ans, il est presque au sommet de la hiérarchie navale, si on écarte justement l'amiral de France, et le comte d'Estaing se trouve être le seul des 3 vice-amiraux en état physiquement de prendre la mer. Bon, ce qui est quand même évidemment important. Il est bien en cours, il est très soutenu par Sartine, d'après ce que j'ai lu, mais je ne peux pas vérifier moi-même, il connaît l'anglais, et il passait pour être en mesure de se montrer diplomate. Je pense que le marquis de Bouillé n'aurait pas été absolument de cet avis si on en juge par ses mémoires, mais ça, on y reviendra. Seulement, d'Estaing a quand même un inconvénient, il est très myope, ce qui est un peu fâcheux pour diriger un combat naval. Il n'a d'ailleurs jamais pris part à une bataille navale et n'a qu'une pratique limitée de la conduite d'une escadre. C'est, rappelons-le, un officier général de terre passé dans la marine où il a monté des opérations assez audacieuses d'ailleurs dans l'océan Indien pendant la guerre de 7 ans, mais dans la marine, en 1778 encore, il reste tenu pour un intrus et il ne perd aucune occasion de critiquer vertement les officiers du Grand Corps issus des gardes de la marine. Bon, ce sont des choses qui vont finir par empoisonner l'atmosphère. En 1781, la désignation du comte de Grasse répond à d'autres critères. Alors, lui a 58 ans, il est chef d'escadre, avec promotion comme lieutenant général au départ de Brest. Bon, il est beaucoup plus acceptable pour ses subordonnés, compte tenu de ses antécédents. Son expérience du combat et de la navigation en escadre, elles, ne sont plus approuvées. Il a pris part à la campagne de mer d'Estaing 3 ans plus tôt et en février 1781, il rentre tout juste des Antilles où il avait servi sous Guichen. Il n'était pas prévu pour la mission qui lui incombe. On avait pensé à Latouche-Tréville. Mais de Grasse a été expressément réclamé par le gouverneur des îles du Vent, le marquis de Bouillé, et Latouche-Tréville s'avère ou se déclare en mauvaise santé. La santé de Grasse est loin d'être excellente et c'est une donnée sur laquelle je reviendrai. Mais après 3 années de guerre aussi coûteuses qu'infructueuses, 1781, on compte sur lui pour frapper un grand coup de l'autre côté de l'Atlantique. Entre les 2 campagnes de mer, le contexte n'est évidemment plus le même, ce qui fait que la marge de manœuvre laissée à l'amiral par ses instructions varie sensiblement. Celle dévolue à d'Estaing est très grande, pourvu qu'il obtienne la décision par une stratégie périphérique de début de guerre et d'une guerre qu'on ne souhaite pas voir s'éterniser. Et s'il pouvait remporter un succès spectaculaire qui mettrait fin à la guerre, avant même qu'elle ait vraiment commencé et pris de l'ampleur, ce serait même idéal. Alors, nous disposons d'un document exceptionnel sur la manière dont d'Estaing voyait son rôle et les opérations que lui, d'Estaing, envisageait, grâce à une longue réponse qu'il fit en mer, le 22 juin 1778, à Conrad Alexandre Gérard, le diplomate que Louis XVI envoie comme ministre plénipotentiaire auprès du Congrès continental, donc auprès des nouveaux alliés. Et il envisage, puisqu'il a presque carte blanche, toutes sortes d'opérations, et il qualifie d'ailleurs certaines de méchâteaux en Espagne. Bon. C'est-à-dire qu'aller attaquer Halifax ou Terre-Neuve, bon, il est quand même très conscient que ça risque d'être peut-être difficile à réaliser. Dans le cas de l'amiral de Grasse, en 1781, là, les choses sont beaucoup plus contraintes. Si l'idée directrice est que la flotte envoyée doit servir à établir la supériorité alliée, une fois que ces choses faites aux Antilles, on lui demande de se mouvoir vers l'Amérique du Nord et d'aller établir la supériorité alliée aussi en Amérique du Nord, en récupérant l'escadre de Ternay arrivée depuis l'année précédente et qui se trouve à Newport. Bon. Tant que de Grasse demeure aux Antilles, il est expressément subordonné aux généraux espagnols. Mais une fois lui-même parti des Antilles, ou bien l'officier général qu'il détachera des Antilles vers l'Amérique du Nord
une fois que celui-ci aura appareillé, à ce moment-là, il n'y a plus de subordination envers les Espagnols. Il redevient en quelque sorte son propre maître à mesure qu'il remonte vers les côtes orientales de l'Amérique du Nord. Il retrouve sa liberté d'action afin, comme disent ses instructions, d'opérer en Amérique du Nord pour combiner une entreprise avec M. de Rochambeau et le général américain. Délibérément, 1781, Vergennes et Castres ont laissé de grâce le maître de préférer, je cite, la partie où il lui conviendrait de se porter. Seulement, l'amiral français ne peut gagner l'Amérique du Nord de sa propre autorité. Il lui faudra l'accord des chefs espagnols. Alors ça, c'est une chose qu'on a souvent négligée, qu'on peut trouver inepte, scandaleuse, etc. Mais sans l'accord des chefs espagnols aux Antilles, il n'y aurait jamais eu la Chesapeake et le succès d'Yorktown. Bon, après, on pense qu'on veut des Espagnols, mais ça, c'est un fait qu'il faut remarquer. Avec ou sans l'alliance espagnole, ses contraintes et aussi ses avantages, il est bien entendu qu'une fois de l'autre côté de l'Atlantique, le général de l'armée navale, comme on dit à l'époque, n'aura pas à en référer à Versailles. Des petites Antilles à la cour, il y a dans le meilleur des cas 3 semaines de mer et encore 2 jours de poste de Brest à Paris. J'ai bien dit dans le meilleur des cas. En soi, c'est peu. Mais c'est clairement beaucoup trop si on doit faire un aller-retour pour obtenir la réponse à une proposition d'opération. On perd toutes les occasions favorables. Seulement, pour envisager des opérations, il faut quand même qu'il y ait ce genre de navette. Moins pour prendre la décision que pour savoir si oui ou non on va recevoir un des renforts, des instructions modifiant les précédentes. Et on voit que la question se pose avec une acuité toute particulière pour D'Estaing en 1779. Ces instructions étaient on ne peut plus lâches, mais quand vous êtes déjà au bout de 10 à 15 mois de campagne de l'autre côté de l'Atlantique, vous attendez des renforts, vous attendez des précisions aussi sur ce que maintenant on attend de vous. Et autant sa mission à lui était peu définie dans le détail pour l'Amérique du Nord, autant il se trouve, à partir de l'automne 1778, une fois aux Antilles, devoir correspondre par-delà l'Atlantique avec Sartine, lui expliquer ses intentions, et recevoir des lettres de Sartine qui, lui, a ses propres idées sur la campagne menée. Le seul problème, c'est que l'aller-retour fait au minimum 2 mois. Sans compter le temps que le destinataire couche sa pensée par écrit avant de renvoyer un courrier vers Brest. Alors, le résultat, vous le connaissez, c'est que D'Estaing finit par outrepasser délibérément le peu d'ordre qu'il avait, et qu'il monte de son propre chef l'opération de Savannah en septembre-octobre 1779, alors qu'il était censé rentrer directement en France en escortant un convoi. Donc ça pose la question de l'exécution de la mission, pour terminer avec ce premier point. Les 2 amiraux ont-ils exécuté leurs missions respectives telles qu'elles leur avaient été énoncées au départ ou reformulées en cours de campagne ? À chaque fois, la réponse est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, pour une part parce que les objectifs de départ étaient souvent irréalistes, beaucoup trop ambitieux. On pensait faire tellement plus de choses avec l'outil qu'on avait. Le bilan de la campagne de l'amiral D'Estaing est à court terme un échec évident. Je dis à court terme. Et en janvier 1780, Marie-Thérèse est tout à fait fondée dans une lettre à Marie-Antoinette, est tout à fait fondée dans une lettre à Marie-Thérèse d'Autriche, sa mère, de qualifier la campagne d'Estaing de plus pénible qu'utile. C'est bien dit. Les déceptions se sont succédées. D'Estaing est arrivé trop tard en Amérique pour détruire dans la Delaware une flotte navale, une flotte anglaise inférieure en nombre. Il a mené des opérations sans profit devant New York, puis devant Newport. Les tensions sont survenues avec les Américains, ça a failli mal finir. Heureusement, il y a un message du Congrès de reconnaissance qui, avant que D'Estaing ne reparte, atténue la mauvaise impression. Aux Antilles, il laisse prendre Sainte-Lucie, ce qui n'est pas compensé, il faut être clair, par la prise de la Grenade. Il ne parvient pas à détruire la flotte anglaise et on termine sur un échec final à Savannah. Bon. Il
Faut-il ajouter au bilan la mésentente profonde avec le gouverneur des îles du Vent, l'actif marquis de Bouillé? Alors, on peut mettre cela en rapport, en parallèle avec des choses plus positives. Dans ces 20 mois de campagne de mer, un vaisseau pris à l'ennemi, 7 corvettes, 2 flûtes, 93 bâtiments marchands corsaires. Bon, en gros, pour 5 millions de livres tournois, c'est quand même assez peu par rapport au budget de la marine à l'époque. Et ce qu'on voit moins, mais qui est quand même tout à fait important, ce sont les nombreux convois qui ont pu circuler sans être pris entre la France et les Antilles. Alors là, à chaque fois, il y avait des dizaines de millions, voire une centaine de millions de livres tournois en jeu. Mais la Navy se trouve en force aux Antilles, avec, à partir de Sainte-Lucie, un précieux mouillage tourné contre Fort-Royal. La fécondité de l'action de l'amiral d'Estaing, on va la trouver à plus long terme. Il n'a pas pu arracher le succès décisif, mais il a au moins jeté les bases, très incertaines encore, d'une coopération militaire avec les Américains. Avec des gens qui avaient été nos ennemis pendant si longtemps, on ne pouvait pas apprendre en une seule campagne à devenir leurs alliés, à monter avec eux des opérations combinées, surtout que l'armée continentale, à cette date, est encore quelque chose de très évanescent. Et l'affaire de Newport était tout à fait réalisable, sauf que les Américains n'ont jamais été en force organisée là où on s'attendait à les voir opérer. Bon. C'est de Grasse qui récolte en 1781 ce qui a été ainsi semé. Le bilan de sa propre campagne est aussi de nature à nous étonner. Conformément à ses instructions, il a cherché à établir la supériorité numérique française aux Antilles et en Amérique. Avec l'accord des Espagnols et aussi leur réel soutien financier, c'est chez les Espagnols qu'il a trouvé de l'argent pour embarquer vers l'Amérique du Nord. Les négociants français lui avaient refusé. Il a pu se porter vers la Chesapeake et y remporter la victoire décisive, et sans doute une des victoires les plus décisives remportées sur mer dans l'histoire du monde, même si l'événement de Chesapeake est en soi, ce n'est pas les sommets de la tactique navale, mais par ses conséquences, c'est considérable. Les objectifs fixés pour 1781 ont été atteints, hormis l'attaque de la Jamaïque reportée à l'année suivante. Et c'est alors que les choses se gâtent, quand De Grasse protège ce convoi à destination de Saint-Domingue en vue de l'opération contre la Jamaïque. Et son respect, alors pour le coup très étroit, de ses instructions le conduit à la défaite du 12 avril 1782. Défaite, mais non désastre, car le tournant de la lutte survenu avec la capitulation du Yorktown n'a pas été remis en question. Et on voit bien que sans doute les Saintes rétablissent le moral de la Navy et l'honneur naval de l'Angleterre, mais ne changent pas l'issue du conflit. La marine française, après les Saintes, n'est pas chassée des Antilles et la Jamaïque revient au programme pour l'année suivante. La signature de la paix survient dans l'intervalle, alors que la force navale française est dans cette partie du monde bien plus importante qu'au commencement des hostilités. La question, mais là, je sortirai de mon sujet, va être de savoir si la guerre avait duré une campagne de plus, dans quel état et l'instrument naval et les finances de Louis XVI se seraient retrouvés. Un seul adjectif pourrait caractériser les deux, mauvais. Voyons maintenant justement la force navale. La comparaison des deux campagnes fait nettement apparaître la montée en puissance de la marine française entre 1778 et 1781, soit une évolution très différente de celle connue lors du conflit précédent. En avril 1778, le comte d'Estaing prend le commandement d'une force de 12 vaisseaux de ligne, un effectif à comparer avec celui maintenu à Brest, flotte du comte d'Orvilliers, qui est de 32 vaisseaux. Il s'agit clairement d'écarteler les moyens déjà très sollicités de la Royal Navy, qui est numériquement supérieure sur le papier en nombre d'unités armées, mais pas encore vraiment sur le pied de guerre, alors qu'elle doit déjà remplir des missions aussi nombreuses qu'épuisantes. Donc il s'agit, la Navy faisant déjà le grand écart, de l'obliger à craquer par la dispersion complète de son potentiel. Tout laisse penser que Sartine compte sur d'Orvilliers pour tenir en échec les Britanniques à l'entrée de la Manche, tandis que d'Estaing ira créer la surprise et l'irréversible outre-Atlantique. Alors,
il se trouve que je travaille actuellement sur d'Orvilliers. D'Orvilliers était celui qui pouvait perdre la guerre en une seule journée, selon une formule qui sera reprise plus tard. Et il fait face efficacement à Ouessant en juillet. Mais cette guerre que d'Orvilliers ne devait surtout pas perdre, revient à le destin d'aller la gagner de l'autre côté en jouant d'une supériorité locale nette en Amérique du Nord. Ces 12 vaisseaux doivent venir à bout des 9, d'ailleurs plus modestes, dont dispose l'amiral Howe. Alors, afin de ne pas dégarnir Brest et aussi d'être plus loin de l'Angleterre, il a été choisi de faire partir de Toulon l'escadre destinée à l'Amérique. Et elle aligne 2 vaisseaux de 80 canons, 6 de 74, 3 de 64 et 1 de 50, avec en outre 5 frégates. Ces bâtiments ont en commun d'être anciens, le plus jeune a 11 ans d'âge, et pour certains d'avoir fait l'objet de reconstructions partielles. Je ne vais pas dans le détail, je pourrais vous les donner. Ils ont à leur bord un peu plus de 10 000 marins et soldats. C'est une force navale prévue sans doute pour faire impression sur les insurgents, qui n'ont pas de marine, et certainement aussi pour la bataille, pour affronter avec succès des bâtiments britanniques plus modestes et moins nombreux, dont la tâche était double, d'abord de bloquer les ports rebelles et ensuite d'escorter des transports de troupes d'un point à un autre de la côte nord-américaine. Regardons maintenant l'armée navale qui quitte Brest en mars 1780 sous le commandement de De Grasse. C'est plus du tout le même type de force, on a changé complètement de volume. On a cette fois 20 vaisseaux et 3 frégates qui en même temps doivent escorter un important convoi vers les Antilles. Et le jour de l'appareillage, le 22 mars, qui est quand même un des jours les plus extraordinaires de toute l'histoire de la marine française, part aussi une petite escadre conduite par Suffren à destination de l'océan Indien avec 5 vaisseaux et une corvette. C'est-à-dire qu'après presque 3 ans de lutte, l'effort a été considérable. Il se traduit par l'envoi d'un 100 canons, la ville de Paris. Alors là, on projette au-delà de l'océan des moyens absolument considérables. C'est une première pour la marine française. 3 bâtiments de 80 canons, 15 de 74 et 1 de 64, qui est le seul de sa caractéristique. On voit le changement vous voyez, de format et ce n'est pas la même ligne de bataille qu'on envoie. La puissance de feu est sans comparaison avec 1778. Les bâtiments sont globalement plus jeunes et pour moitié d'entre eux récemment doublés en cuivre. Et je dis pour moitié, et ce sera là une source de difficulté énorme. Alors, le choix d'une stratégie périphérique permettant d'arracher la décision outre-mer se lit à nouveau clairement dans la composition de cette force navale, qui manifeste à la fois la puissance de l'arsenal de Brest et en même temps les limites des possibilités en peu de mois, car les bâtiments doublés en cuivre le sont en gros entre janvier et mars. On n'a pas pu, pour toutes sortes de raisons, doubler en cuivre la totalité des vaisseaux envoyés de l'autre côté de l'Atlantique. Dissemblables par les moyens engagés, les 2 campagnes de mer le sont aussi par l'organisation de leur chaîne du commandement. D'Estaing est vice-amiral. Donc, parmi les gens qui peuvent embarquer, il n'y a pas plus haut. On lui donne quand même le commandement d'une force qui demeure relativement modeste. Et il revient, vaisseau de 80 canons, donc le Languedoc. Et peut-être à cause de son manque d'expérience, il se trouve flanqué de 2 chefs d'escadre, M. de Brognon et M. de Brovès. On a 3 officiers généraux pour 12 vaisseaux. Et en ce début de guerre, les états-majors de la plupart des bâtiments de l'escadre sont pléthoriques. Là, on n'a pas eu de difficulté à trouver des officiers. Alors, au fur et à mesure des renforcements survenus pendant le premier semestre de 1779 et qui doublent la force navale une fois qu'elle est aux Antilles, on arrive en juillet 1779 à 25 vaisseaux. Bon, là, on n'est plus sur le même format. Et d'Estaing a sous son autorité davantage d'officiers généraux, puisqu'arrivent De Grasse, le comte de Vaudreuil, puis Lamotte Piquet. De 12 à 25 vaisseaux, davantage d'officiers généraux, ça veut dire des articulations internes qui ne sont plus les mêmes. La tâche du major d'escadre qui assiste l'amiral, évidemment, plus du tout la même. De Grasse, en mars 1781, est directement à la tête de 20 vaisseaux. Il vient juste d'être fait lieutenant général
Et il a sous ses ordres, pour l'escadre bleue et blanche, l'avant-garde si vous préférez, Bougainville, pour l'escadre bleue, ou arrière-garde, le commandeur de Coriolis d'Espinouse, et lui-même, de Grasse, commande le corps de bataille ou escadre blanche. Et cet ordre de bataille de départ a été modifié de manière tout à fait considérable à plusieurs reprises en cours de campagne parce que vous avez l'adjonction d'autres forces, parfois déjà constituées, escadres ou divisions. À la Chesapeake, avec 24 vaisseaux, ses grands subordonnés sont Monteil, qui était déjà aux Caraïbes, et Bougainville. Aux Saintes, le marquis de Vaudreuil et Bougainville, pour une armée de 30 vaisseaux, en tout cas le jour de la bataille navale, avec 3 escadres qui s'articulent désormais chacune en division. Là, on est dans un dispositif beaucoup plus complexe. Ces ordres de bataille, avec la hiérarchie qu'ils impliquent, prennent un tout autre relief lorsque on sait que les relations du général avec tel ou tel de ses grands subordonnés ne sont pas excellentes, loin s'en faut. Bon. D'Estaing n'a pas confiance dans la plupart des officiers du Grand Corps et a plutôt tendance à ne s'en remettre qu'à lui-même, ce qui n'est pas toujours une bonne solution. Et aucun de ces 2 chefs d'escadre n'est une forte personnalité. En revanche, parmi ces capitaines de vaisseau, il s'en trouve un petit nombre pour échapper à ces jugements facilement dépréciatifs. Évidemment, il s'appelle Lamotte Piquet, Suffren et d'Albert de Rions. Bon, De Grasse, a priori plus acceptable, a eu très tôt, on s'en rend compte dès qu'il arrive aux Antilles en 1781, du mal à imposer son autorité. Le feuilleton des relations de Grasse avec Bougainville fait alterner des épisodes de tension, très tôt, des périodes beaucoup plus amicales, et puis vous connaissez la suite, l'affrontement direct après les Saintes et les suites pénibles qu'on a dans le Conseil de guerre de l'Orient. Après la Chesapeake, De Grasse doit intégrer à son armée l'escadre de M. de Barras de Saint-Laurent, qui est devenu chef d'escadre en même temps que lui, ce qui n'est pas seulement ça, mais surtout qui avait ambitionné de commander l'armée navale que commande De Grasse, et qui a écrit une lettre furieuse au ministre en disant que cette place aurait dû lui revenir. Et c'est à lui qu'on demande ensuite de devenir un des principaux subordonnés de Grasse. Avec le marquis de Vaudreuil, la situation n'est guère plus facile, car Castres a envoyé Vaudreuil aux Antilles avec la promesse de remplacer De Grasse. Et puis finalement, le ministre ne permet pas à De Grasse de rentrer en France, et Vaudreuil se trouve là-bas. Il y a une situation évidemment bâtarde. Alors, quelle efficacité de cette force navale ? On ne peut manquer de poser la question de l'efficacité opérationnelle de 2 forces projetées de l'autre côté de l'océan. Et la réponse, elle tient compte d'une part de l'efficacité intrinsèque de l'instrument français et d'autre part du rapport de force sur zone avec l'ennemi. Dans le cas de la campagne d'Estaing, on part d'une supériorité numérique inexploitée, 12 vaisseaux contre 9 le long des côtes américaines. Puis, avec l'arrivée des 13 bâtiments de Byron, depuis l'Angleterre, le rapport de force s'inverse. Bon, lorsque d'Estaing, après la remise en état de son escadre à Boston, gagne les Antilles, il jouit à nouveau de la supériorité momentanée, 12 contre 7. Mais ça n'empêche pas, en dépit de son infériorité numérique, l'amiral Barrington de s'emparer de Sainte-Lucie au nez et à la barbe d'Estaing, et de résister efficacement aux Français qui essaient de le déloger de son mouillage, avec quand même les conséquences stratégiques que l'on sait pour la suite de la guerre. Du côté britannique, arrivent successivement les vaisseaux de Byron début janvier, 2 autres vaisseaux encore, les 6 vaisseaux du commandant Roulet début février, ce qui donne courant février à la Navy 25 vaisseaux. Le rééquilibrage se fait ensuite au profit des Français, avec 4 vaisseaux qui sont ceux de Lamotte Piquet, 4 vaisseaux qui sont ceux de Grasse, 2 du comte de Vaudreuil, 1 qui arrive tout seul, et les 5 de Lamotte Piquet fin juin, et on arrive à 25. Si vous voulez, c'est un peu comme dans un match où, au fur et à mesure, on va voir les adversaires qui prennent l'avantage, puis un autre est capable de combler l'avantage, etc. Les opérations des uns et des autres, dans le détail desquelles je n'entre pas, sont fonction de la supériorité numérique, mais pas seulement.
tout dépend aux Petites Antilles de la partie de l'archipel dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné. Il ne suffit pas d'avoir la supériorité numérique sur l'ensemble du théâtre, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de la capacité que vous avez de rejoindre votre adversaire. Tout dépend aussi de l'état du ravitaillement et des stocks de munitions navales disponibles. En 1781, De Grasse est envoyé aux Antilles en Amérique du Nord avec pour objectif de rétablir ou d'établir la supériorité numérique française à un moment où la Marine royale et la Royal Navy font jeu égal hors d'Europe. Vous comprenez le prix dans ces conditions de l'alliance espagnole. Lorsque De Grasse arrive aux Antilles fin avril 1781, il inverse ce rapport de force en faveur des alliés franco-espagnols. Hood se trouve momentanément en infériorité, 18 contre 25. Inférieur, mais jamais détruit. Donc ce qui vous explique ces combats à répétition. Et Hood a l'avantage que ses vaisseaux sont tous doublés en cuivre, donc plus rapides. On ne peut pas les rattraper. Et si vous ajoutez la subordination de Bougainville, dès le début, vous avez une occasion qui est perdue. Bon. Mais début juin 81, l'arrivée de Rodney rétablit l'égalité des forces. Puis ensuite, la lutte part vers l'Amérique du Nord, se déplace vers la Chesapeake avec le chassé croisé d'escadre que l'on sait. Bon, lorsque De Grasse revient vers les Antilles en novembre, nouvelle période de supériorité face à Hood. Mais à Saint-Christophe en janvier, pas moyen de couper la ligne adverse comme De Grasse l'avait envisagé, faute d'être vraiment soutenu. Et puis Rodney revient aux Antilles. Bon, vous voyez, l'étude de ces campagnes de mer en termes de rapport de force aux Antilles est celle de rééquilibrage périodique qui ouvre à chacun un certain nombre de fenêtres. Tout dépend si vous êtes en mesure d'exploiter le moment favorable avant qu'arrive une nouvelle force adverse qui va faire basculer le rapport. Alors, la durée de la campagne, l'état des bâtiments et les conditions de navigation pèsent lourd et nous conduisent à examiner le facteur le plus décisif, la mer. Une campagne de mer, c'est d'abord une navigation dont personne n'est en mesure de déterminer a priori non seulement la durée, mais même déjà la date de départ. Puisque, prenez tous les journaux de navigation, il y a des fois on est obligé d'attendre en rade de Brest que le vent soit favorable. Alors, à la différence d'une campagne terrestre, là, il y a une incertitude absolument complète. Bon. Le vent peut très bien refuser et le retard qu'il apporte vient bien souvent aggraver ce qui tenait déjà à la lenteur des préparatifs ou à la saturation de l'arsenal. Réussir à partir à peu près à la date prévue, c'est en soi un tour de force qui mérite l'admiration. D'Estaing y arrive en 78, De Grasse y arrive en 80, Voyer d'Orvilliers en 1779, par un mois plus tard. Se disent les Espagnols, de toute manière, n'étaient pas prêts, avec les suites dramatiques que l'on sait. Mais est-ce qu'on va réussir à tenir la date prévue pour le départ? C'est déjà une incertitude absolument majeure. Alors, c'est pas simple à terre, mais là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Faut-il préciser que le rassemblement d'une force navale manque par nature complètement de discrétion? En revanche, il s'avère beaucoup moins facile, même avec des espions, de deviner quelle sera la destination des vaisseaux achevant leur armement. Même les commandants d'unités peuvent l'ignorer. Et c'est ainsi qu'en 1778, ils doivent attendre, les commandants d'unités, d'avoir largement passé Gibraltar pour, le 20 mai, avoir le droit d'ouvrir leurs plis cachetés. Bon, c'est le moment aussi où D'Estaing révèle l'identité véritable des passagers qui sont embarqués sur son bâtiment et qui s'avère être l'un un Américain, l'autre le futur ministre plénipotentiaire de Louis XVI, c'est Gérard, auprès justement du Congrès continental. Cela dit, rassurez-vous, au moment où les capitaines de vaisseaux français ouvrent leurs instructions et découvrent l'état de guerre, découvrent la réalité de leur mission, les mouvements de leur escadre ont déjà été repérés par une frégate anglaise
et l'information est en cours d'acheminement vers Londres. La navigation de l'amiral d'Estaing vers l'Amérique est une excellente illustration du caractère totalement imprévisible des durées de voyage. Parti de Toulon le 13 avril, l'escadre met 1 mois et 3 jours pour réussir à franchir Gibraltar le 16 mai. Elle ne parvient devant les côtes nord-américaines que le 9 juillet. On peut dire que tout semble s'être conjugué pour rendre laborieuse l'entrée en scène qu'on espérait fracassante. Des vents défavorables en Méditerranée, des équipages inexpérimentés, le choix par l'amiral d'une route qui semble avoir été peu propice. Bref, il a fallu 87 jours pour atteindre l'embouchure de la Delaware. Cela dit, 87 jours d'un côté, mais Byron, dépêché d'Angleterre lorsqu'on sait qu'une flotte française est partie, a quand même mis 67 jours pour rallier l'Amérique du Nord. La période, apparemment, n'était pas très propice. Si, en 1778, le départ du comte de Grasse se trouve retardé de quelques jours, la traversée de l'Atlantique, là, ça va être tout l'opposé, se fait en 24 jours, ce qui est un record de brièveté d'autant plus admirable qu'il fallait en plus escorter un convoi. A priori, c'était impossible. De Grasse se trouve le 15 avril devant la côte nord-est de Saint-Domingue. Alors, non seulement il avait choisi une meilleure route, plus conforme aux alizés, mais il avait décidé aussi de faire remorquer les bâtiments marchands les plus lents par ses unités à lui, ce qui a permis cette traversée. Bon, en fait, ce qu'on attendait de l'amiral d'Estaing en 1778, c'était une traversée à la de Grasse. Mais bon, ça n'a pas été au bon moment. La particularité de ces deux campagnes de mer, par rapport par exemple à celle de Guichen en 1780, qui vient récemment d'être étudiée, a été d'articuler au moins 2 espaces maritimes et climatiques différents, celui des Caraïbes avec celui de la côte est de l'Amérique du Nord. Alors, il se trouve que l'espace Caraïbe et ses prolongements nord-américains offrent une période favorable aux opérations, disons d'octobre et surtout novembre, jusqu'à mai-juin. Et qu'au moment où l'espace Caraïbe devient vraiment inhospitalier à cause de l'hivernage et puis de toutes les menaces qui peuvent se produire à partir d'août et surtout en septembre, il est possible de continuer la lutte en allant porter ses efforts le long des côtes orientales de l'Amérique du Nord, donc de jouer sur les décalages climatiques entre les deux. Et c'est ce qu'on voit pour d'Estaing et de Grasse, bien entendu. Alors, en 1781, de Grasse a su exploiter cette sorte de fenêtre opérationnelle que lui offrirent les Espagnols qui ont chassé les Britanniques du golfe du Mexique et qui reprennent possession de la Floride. Et ils n'envisagent pas de s'attaquer à la Jamaïque dans la foulée. Donc, de Grasse, l'auxiliaire, redevient disponible. Et ça correspond au moment où il est préférable d'évacuer la zone des Caraïbes pour se porter plus au nord. Et c'est l'exploitation de cette fenêtre, à la fois climatique et opérationnelle, qui permet justement l'affaire de la Chesapeake avec les suites terrestres et politiques que vous savez. Alors, les opérations ont leur rythme propre, mais même si on veut prendre des risques météorologiques, il n'en demeure pas moins que personne n'entreprendra raisonnablement quelque chose aux Antilles d'août à octobre. Et il faut signaler qu'en 1780, il y a eu un des pires cyclones du siècle. Donc ça a pesé sur les opérations militaires et on peut penser que l'année suivante, on en est parfaitement conscient. Alors, cela dépose des déplacements dans une très vaste zone maritime dont les deux extrémités sont d'une part, vous voyez, les petites Antilles et d'autre part, la Nouvelle-Angleterre. Bon. Là encore, les durées comptent.
Il faut un mois en 1778 pour aller de Boston à Fort-Royal. Il faut 2 semaines pour se rendre du Cap Français à la rivière de Savannah. En août 1781, De Grasse met un peu moins d'1 mois entre Saint-Domingue et la Chesapeake. Son retour à Fort-Royal en novembre prend 3 semaines et est marqué début novembre par une très violente tempête qui met les hommes et les bâtiments à très rude épreuve. Alors, ce qui pose la question de l'adaptation de ces forces navales à la zone d'opération et à ses particularités climatiques en même temps qu'à la durée des opérations. L'envoi de forces navales de plus en plus puissantes de l'autre côté de l'Atlantique ne va pas de soi et nous devons rappeler la performance que représentaient de telles opérations, même si depuis le XVIe siècle, les routes maritimes conduisant de l'Europe vers les Caraïbes étaient bien maîtrisées. Bon, une campagne de mer, si elle doit conjoindre les Caraïbes et l'Amérique du Nord, si elle doit combiner des combats navals et des débarquements, ce qui est le cas à répétition dans les petites îles des Antilles, le tout à un rythme plus que soutenu, un rythme sans précédent par exemple, même dans la guerre de 7 ans, c'est un tour de force que l'on réalise bien souvent à la limite des possibilités humaines et matérielles. Envoyer par exemple l'escadre d'Estaing en Amérique du Nord était une opération complètement hasardeuse. Les marins français n'avaient aucune connaissance des côtes des 13 colonies. Et ils se trouvèrent, on le voit dans l'affaire de New York, dépendre complètement de pilotes locaux, plus ou moins bien disposés à leur égard, dans un pays en pleine guerre civile, ne l'oublions pas. Les bâtiments envoyés se sont avérés prévus pour la bataille contre une force inférieure, mais pas très bien adaptés au type de littoraux et d'opérations. Ce qu'on envisageait en sélectionnant les bâtiments de la flotte d'Estaing, c'est d'écraser en mer ou de bloquer au port une force britannique inférieure. Ce n'est pas du tout, en fait, ce qui s'est passé. Personne n'avait une idée claire des difficultés qu'on allait rencontrer. Et c'est ainsi que lorsque l'amiral Howe se retire dans New York, d'Estaing, une fois qu'il mouille le long de la flèche sableuse de Sandy Hook, se trouve incapable de faire franchir le chenal à ses plus puissantes unités. L'eût-il fait? Que serait-il passé? Seuls les 4 plus petits bâtiments de son escadre pouvaient entrer dans ce qu'on appelle la baie inférieure. Mais à ce moment-là, il se trouvait aux prises avec 9 adversaires et risquait d'être écrasé devant les 8 autres unités françaises incapables d'intervenir. Bon. Alors, quand on revient aux Antilles, on est dans des zones plus connues, vous voyez, plus familières à la marine française. Mais lorsque d'Estaing repart tenter de forcer le succès in extremis à Savannah, là encore, il se retrouve complètement dans l'inconnu. Alors, De Grasse a eu la chance de bénéficier de conditions plus favorables. Il avait déjà sa propre expérience acquise en 1779 et en 1780, surtout aux Antilles. Et lorsqu'il envisage de se diriger vers la Chesapeake, bien avant de parler de ses intentions à qui que ce soit, la première chose qu'il fait, c'est qu'il écrit à Barras, qui est à Newport, pour lui demander de lui envoyer dès maintenant des pilotes, de manière à ce que lorsque lui, De Grasse, se présentera devant les Caps de Virginie, il dispose déjà des pilotes, qu'il n'y ait pas de temps à perdre, car c'est là les choses peuvent se jouer à très peu. Mais pour l'une comme l'autre campagne de mer, l'armée navale souffrait d'une même faiblesse, l'absence d'une véritable base française outre-mer. Il n'y avait ni arsenal digne de ce nom, ni stock de munitions navales. Et pour ces opérations qui se prolongeaient au-delà de ce qu'on imaginait, il fallait recourir soit aux Alliés, soit à des solutions de fortune. À Fort-Royal, on pouvait au mieux caréner et réparer des avaries, mais pas beaucoup plus. Rien de comparable avec le puissant arsenal des Espagnols à La Havane, ni même avec les possibilités anglaises de Kingstown ou d'Antigua. En 1778, avant de gagner les Antilles, c'est à Boston qu'on doit remettre en état la flotte. En 1781, on doit recourir aux Espagnols pour réparer un certain nombre d'avaries.
Et après les Saintes, c'est à Boston qu'il faut envoyer les unités en mauvais état. Les campagnes de mer françaises restent tributaires des renforts en bâtiments et en troupes, des ravitaillements en munitions navales, mais aussi en alimentation envoyés depuis la France. Et là, il faut signaler que dans des îles qui n'ont pas d'autosuffisance alimentaire, car elles sont vouées à la monoculture spéculative, l'arrivée d'une flotte de guerre française d'entre 10 000 et 30 000 hommes représente un défi totalement angoissant pour les autorités locales. Dites-vous bien que la plus importante ville française des Antilles, le Cap français à Saint-Domingue, ne dépasse pas les 8 000 habitants. Donc c'est un véritable monstre en termes alimentaires qui vient déséquilibrer tout le système alimentaire des colonies françaises. Le passage ou l'interception d'un convoi apportant des vivres, des munitions, de l'argent, etc., pouvait relancer les opérations ou au contraire les compromettre, les laisser au point mort, surtout lorsque la campagne durait déjà depuis des mois et des mois. Alors terminons en voyant quels sont les effets d'une longue campagne sur la flotte. Une campagne de mer aussi loin des bases françaises met vite à très rude épreuve les matériels et les hommes. Et il n'est même pas besoin d'incriminer les combats, par ailleurs nombreux, car la mer et les vents suffisent. Toutes les faiblesses latentes d'une force navale sont tôt ou tard mises à nu. Les insuffisances d'un bâtiment, par exemple. Le Languedoc, lors de la campagne d'Estaing, perd une fois la totalité de ses mâts. Il casse 2 fois son gouvernail. Apparemment, il y avait quand même quelques menus défauts de construction dans cette unité. L'hétérogénéité de la flotte de Grasse, partagée entre des vaisseaux doublés de cuivre et d'autres qui ne l'ont pas été avant le départ, veut dire que l'amiral a sous son autorité des lièvres et des tortues, ce qui pèse évidemment fortement sur des opérations face à un adversaire dont toutes les unités en 1781-82 sont doublées. Le séjour dans les mers chaudes, avec les organismes qui attaquent les coques, avec la menace des cyclones, accélère l'usure des matériels. Ajoutez-y, bien entendu, les avaries dues au combat et aussi aux abordages involontaires, assez nombreux, entre bâtiments d'une même escadre. Obtenir un ravitaillement en mât, en vergue, en munitions navales n'est pas moins important que de recevoir des vivres et de l'eau. Si la durée d'autonomie alimentaire d'une force peut être en gros prévue, à mesure d'Estaing quitte Toulon avec 6 mois de vivres et 4 mois d'eau, il n'en va pas de même pour celle pendant laquelle une force navale peut se passer de quoi réparer ses avaries. Ça, personne ne peut le savoir. Et c'est quand même ça qui sanctionnera à un moment donné la campagne de mer. Au bout d'un certain nombre de mois, le potentiel opérationnel d'une flotte projetée de l'autre côté de l'Atlantique dépend étroitement de l'arrivée ou non d'un convoi depuis la France. Et l'échec du convoi parti en décembre 1782 de Brest pour les Antilles, sous le commandement de Guichen, n'est pas pour rien dans l'état calamiteux qui est celui de la flotte de Grasse lors de la défaite des Saintes 4 mois plus tard, qui est, pour ce qu'on voit dans les archives, nous fait apparaître une flotte usée, une flotte malade. L'épreuve est aussi pour les hommes. Et une flotte malade, c'est aussi une flotte dans laquelle la trop longue durée de navigation ébranle la santé des équipages et du commandement. Le scorbut apparaît sur certains bâtiments de la flotte d'Estaing en août 1778, 4 mois après le départ. Lorsque De Grasse revient aux Antilles en novembre 1781, c'est avec des équipages épuisés qui ont eu début novembre un véritable cyclone qui a rudement éprouvé l'escadre. Alors, il est quand même à signaler qu'il n'y a pas eu ni dans la première campagne ni dans la deuxième de grandes catastrophes sanitaires. Et ça mérite d'être signalé. Il y a une catastrophe sanitaire, mais c'est quasiment en vue de Brest. C'est en 1779 dans l'escadre d'Orvilliers qui opère avec les Espagnols et doit assurer un débarquement quelque part en Angleterre. Alors,
mais vous n'avez pas de désastre sanitaire comparable à ce qu'on a vu, par exemple, à Brest en 1757-1758. La santé fragile, ce n'est pas seulement celle du matelot, c'est parfois aussi celle de l'amiral. De Grasse rentre en France en janvier 1781 pour se reposer. Et c'est là qu'on lui fait savoir que le roi compte sur lui pour repartir avec le commandement de l'armée navale. À 2 reprises, il demande à Castres de lui permettre de rentrer après la Chesapeake et 1782 après Saint-Christophe, en vain. Or, Bouillet, qui a laissé des mémoires extrêmement utiles, en 1781, lorsqu'il le voit revenir d'Amérique du Nord, l'a trouvé très changé. Et à partir de ce moment-là, on voit alterner, je pense qu'il y aurait vraiment à creuser la question de la santé de l'amiral de Grasse, des phases d'intense activité et d'autres d'apathie. L'impact de durée de campagne sur les relations humaines ne saurait être sous-estimé, car là encore, toutes les tensions latentes peuvent apparaître et être véritablement accrues. La défiance de l'amiral d'Estaing envers la plupart de ses capitaines n'a pas diminué au cours de la campagne. Et certains historiens ont pu noter qu'il y avait quelque chose de quasi emblématique dans le fait que lorsque son bâtiment rentre en France, il était séparé des autres par une tempête, il rentre tout seul, sans son escadre. Il a la chance, pas très longtemps avant d'arriver à Brest, de trouver un autre bâtiment qui l'aide d'ailleurs à réparer les avaries du sien. Bon. Regardons De Grasse. Alors, De Grasse, c'est assez étonnant de voir le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la chaîne d'autorité à l'intérieur de son escadre, surtout en 1782. Il ne tient manifestement pas ses grands subordonnés au courant de ses intentions. Mais les sources dont on dispose laissent penser qu'il tendrait à s'isoler d'eux dans un cercle plus intime d'officiers subalternes. Ajoutez à cela qu'il ne s'entend manifestement pas très bien avec son major d'escadre. Donc si vous voulez, ces questions ne relèvent pas seulement de l'anecdotique. Il y a là quelque chose qui pèse sur la capacité opérationnelle d'une escadre. Et lorsque on voit que plusieurs officiers demandent et obtiennent leur rappel en France, soi-disant pour se soigner, parce que leur santé est abîmée, ce qui peut être tout à fait vrai, mais on n'est pas très bien sûr que ce soit l'explication pour tous. On a l'impression qu'un certain nombre de gens ne supportent plus l'esprit qui règne dans l'escadre, ou en tout cas ne supportent plus l'amiral, et demandent à rentrer en France. Et on a des phénomènes d'insubordination au combat, latentes, parfois dès avril 1781, donc dès le début de la campagne, et évidemment, ça prend au Sainte la forme tragique que vous connaissez, ça conduit à la capture d'amiral, et par ricochet, après son retour de captivité, à un affrontement, pour ne pas dire un déballage, tout à fait pénible et dommageable pour la marine lors du Conseil de guerre de Lorient. Alors, quelques remarques pour conclure. On n'aura pas manqué de noter le nombre et la diversité des paramètres intervenant dans la réussite d'une campagne de mer. Parvenir à rassembler dans un port vaisseaux, équipages, soldats, avec les approvisionnements nécessaires, c'est déjà une performance. Ensuite, maintenir dans la durée la capacité opérationnelle d'une flotte à la mer, c'en est encore une autre, car on est à l'épreuve des vents, des courants et de climats dont certains sont à la fois exotiques et agressifs. C'est en fonction de la manière plus ou moins satisfaisante dont on aura pu répondre à ces deux exigences qu'on se trouvera plus ou moins en bonne position pour affronter l'ennemi qui, rassurez-vous, lui aussi doit faire face aux mêmes défis, on l'oublie parfois. On comprend dès lors qu'on ne peut s'en tenir au seul examen des batailles, pourtant exceptionnellement nombreuses et intéressantes. Là, ce sont des chapelets de batailles navales ou d'opérations combinées. Il importe aussi de prendre en compte la véritable durée opérationnelle qui est celle d'une campagne de mer. Et le rapport entre la campagne et la bataille n'est d'ailleurs pas univoque. D'un côté, vous avez la connaissance
de l'état évolutif d'une flotte au cours d'une campagne, qui est quelque chose d'intéressant à faire. Vous voyez, de faire de sorte à ce que j'ai commencé à faire pour la flotte de Grasse, des sortes de bilans de santé à différents moments. Et cette connaissance de l'état d'une flotte à différents moments d'une campagne éclaire en général assez bien son comportement au feu, bon ou mauvais. D'un autre côté, on ne saurait négliger le caractère à la fois créateur et destructeur de l'événement bataille, ni le double imprévu qui naît perpétuellement et du combat et de la mer. Je vous remercie. Bien, merci professeur pour cet exposé tout à fait passionnant. Y a-t-il des questions? Profitez-en parce que sinon moi j'en ai. Merci beaucoup pour cet exposé. Je voulais seulement rappeler que l'amiral d'Orvilliers, en 1779, commandait la division d'instruction de Brest. Et qu'à ce titre, il a accueilli le premier bâtiment de guerre américain, commandé par John Paul Jones, qui était un bâtiment marchand transformé hâtivement en bâtiment de guerre, qui était un navire un peu corsaire, et qui était chargé également de montrer le premier pavillon américain d'origine qu'on le retrouve maintenant, alors qu'au départ, il y avait toujours le Union Jack dans le carré supérieur. Simplement, c'était peut-être à ce moment-là qu'ensuite d'Orvilliers avait préparé la fameuse descente dans les îles britanniques. Et John Paul Jones devait rejoindre Benjamin Franklin pour acheter une vraie frégate. Mais les Anglais, avec l'or de la cavalerie de Saint-Georges, avaient escamoté ça. Mais enfin voilà, d'Orvilliers était mêlé déjà sans le savoir à ces événements. Merci de rappeler cet épisode sur un amiral injustement oublié, parce qu'on se rend compte que le personnage est tout à fait intéressant. Et bien évidemment, il n'a pas été sur les terrains, enfin les endroits les plus intéressants de la guerre. Et puis, bon, il y a cette affaire de 1779, qui n'est pas de son fait d'ailleurs, mais c'est lui qui porte le chapeau, en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, à comparer avec les relations parfois extrêmement tendues, il y a des gens dans la flotte de Grasse qui écrivent sur l'amiral avant les Saintes des choses extrêmement virulentes. Et après, évidemment, c'est bien pire. Quand d'Orvilliers est démissionné de fait, comme c'est quelqu'un de bien élevé, il a compris qu'on lui demandait de se sacrifier. Il y a cette scène tout à fait extraordinaire où d'Orvilliers quitte Brest accompagné des officiers de son escadre et de l'escadre espagnole. On le raccompagne jusqu'à la sortie de de Brest. On lui fait véritablement une ovation. Là, le corps salue un des siens et considère qu'il est injustement démis. Et certains vont lui faire la conduite jusqu'à Landerneau, et les plus enragés, les plus fidèles, iront jusqu'à Morlaix. Bon. Et je pense qu'il y a quand même une dimension de protestation politique là-dedans. C'est raconté par Scipion de Castres, si mes souvenirs sont bons. D'autres questions ou remarques ou précisions? Oui, merci. Bon, ce sera plus des précisions qu'une question. De ce que j'en sais du moins, la réputation, la mauvaise réputation de l'Alliance espagnole me semble beaucoup plus liée à ce qui s'est passé justement dans l'Atlantique, avec une attente longue comme un jour sans pain avant de rassembler la flotte espagnole, une flotte espagnole qui est gigantesque, mais franco-espagnole, qui est gigantesque, mais qui, notamment quand je crois que c'est Cordoba qui va prendre son commandement, va devenir relativement inerte, et finalement, effectivement, tout cela va rentrer plus que moins malade dans les ports pour finalement n'avoir rien fait, avoir bloqué Plymouth 2 fois, mais pas grand-chose de plus. Je pense que la problématique avec l'Espagne vient beaucoup plus de cette partie-là que de ce qui s'est passé de l'autre côté, où il y a eu probablement beaucoup moins de contraintes liées à la coopération, enfin de ce que j'en sais, à la coopération avec les Espagnols. Ça, c'est certain. Je partage votre jugement là-dessus.
ils étaient plus libres de l'autre côté. Si ils étaient assez intelligents pour s'entendre les uns avec les autres, et ils l'ont été parce qu'ils étaient mutuellement conscients, aussi bien de Grasse que les gouverneurs espagnols, d'être interdépendants. Que c'était absolument vital s'ils voulaient remplir leurs objectifs, parce que deux puissances alliées ont des objectifs communs, mais n'ont pas tous leurs objectifs en commun, et ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils s'entraident. En revanche, de ce côté-ci de l'Atlantique, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. C'était aussi des amiraux beaucoup plus âgés. Il y avait une surveillance, on était plus près des ministres, des cours, donc les choses étaient plus pesantes. Et là, on voit que les opérations envisagées soit ne donnent rien du tout et ne commencent même pas. Et il y a aussi ces longues attentes, ces stations de bâtiments français très nombreux à Cadix, liées à un blocus de Gibraltar quand même pas franchement efficace, en tout cas qui n'empêche pas la Navy de ravitailler Gibraltar à 3 reprises. Et puis il y a ce que vous venez de rappeler, cette coopération qui n'en a pas été une en 1779, parce que là aussi il y avait tout un apprentissage. En fait, on n'avait jamais manœuvré en commun. Les Espagnols n'avaient pas dupliqué les codes de signaux français. Enfin, tout était à faire. Là, on a vraiment mis la charrue avant les bœufs, comme dit le proverbe. Et ensuite, l'autre commentaire, quand vous parliez des états d'âme, on appellera ça comme ça, à l'intérieur de l'escadre, enfin, quelle qu'elle soit d'ailleurs, des escadres qu'il pouvait y avoir, je pense, mais ça ramène, et je ne développerai pas là-dessus, je pense que ça ramène, en ce qui concerne le corps des officiers de vaisseau, enfin le grand corps, et plus précisément le corps issu des gardes, etc., je pense que la marine ne s'est jamais véritablement remise, enfin ce corps ne s'est jamais remis du traitement de choc, si j'ose dire, que lui a infligé ou qu'a essayé de lui infliger Choiseul, quand il a fallu reconstruire pratiquement tout le corps ex nihilo après les 2 défaites de 1759. Où là, il y a eu très clairement une volonté d'intégrer des éléments différents qui étaient des éléments issus de l'armée de terre par le biais des troupes et des éléments des officiers bleus pour, grosso modo, recompléter les cadres avec des gens expérimentés à défaut d'être de haute naissance, si tant est que les officiers de marine aient été de haute naissance, qui est un autre problème, et que, grosso modo, la greffe ne s'est jamais prise, et ça aboutit à un système qui était pratiquement... Tout ce qui n'était pas pur et dur était rejeté par défaut et a priori. Alors, il y a, ça me fait penser ce que vous dites, à une lettre du chevalier de Mirabeau en 1758, lorsqu'il visite la Bretagne, où il dit, alors bon, c'est pas encore la défaite, les 2 défaites 59, il dit le corps produit de bons sujets, mais on les étouffe jeunes. Alors, une question que je me suis posée, c'est tous les historiens ont signalé la mauvaise atmosphère qu'il y a à l'intérieur de la flotte de Grasse, en tout cas dans le monde des officiers. Alors, je suis quand même demandé, est-ce que ça n'est pas a posteriori, je voulais voir les sources. Est-ce que c'était uniquement des gens qui racontaient après les Saintes, après le Conseil de guerre de l'Orient? Bon, beaucoup, effectivement, c'est après. Mais il y a quand même une mention par Bouillet dans une lettre, qui est au printemps 82, avant les Saintes, où il signale qu'il y a véritablement un état d'esprit inquiétant. Donc ce n'est pas seulement une reconstruction, ce que je voulais vérifier, c'était si ce n'était pas simplement une reconstruction a posteriori, projetant des événements fâcheux sur la période avant. Il y a des témoignages antérieurs aux 10 événements fâcheux qui signalent qu'il y a quand même des problèmes. Alors, il y a la volonté de Choiseul de reconstituer le corps, ce que Choiseul mettra dans ses mémoires, un corps abattardi, etc. Et puis, il y a, quand on voit à la fois la stabilité du nombre de gardes de la marine et puis les besoins en officiers qui deviennent de plus en plus considérables, de toute manière, le grand corps ne pouvait pas suffire aux besoins. C'est ça, rien que ça,
c'est un élément qu'il faut rappeler dans le débat parce que ça obligeait à faire entrer d'autres gens. Et ça, c'est encore plus net quand on regarde les réformes du maréchal de Castres dans les années 1786, enfin juste à la fin de son ministériat et avant la Révolution, là où la flotte royale a atteint de tels effectifs, a de tels besoins, qu'il faut puiser dans d'autres viviers. On ne peut plus en rester simplement au mode de recrutement traditionnel. Et bon, alors après, le problème, c'est de coudre les gens ensemble pour que ce soit à peu près efficace. Et là, manifestement, on n'y était pas arrivé. J'ai été fasciné, professeur, par votre exposé sur ces campagnes maritimes que je connaissais très très mal. Je voudrais aller plus avant et comparaison entre campagne maritime et campagne terrestre. De fait, les campagnes terrestres sont beaucoup plus longues que beaucoup d'historiens ne le pensent. Elles commencent beaucoup plus tôt et se terminent beaucoup plus tard que ce que... Donc elles sont quasiment aussi longues que les campagnes maritimes. Là, on est sur du 20 mois, éventuellement plus. Les campagnes terrestres peuvent également... Parce qu'il y a Alors, beaucoup de travail en après, amont et tout beaucoup de dépend, travail en voilà, aval. Si on prend la définition de Bonnefou et Paris, c'est le jour d'appareillage. Il est clair que c'est commode, mais à ce moment-là, la mise en état de la flotte, le rassemblement des unités, de constituer les équipages, et quand vous voyez dans les correspondances, réussir à compléter son équipage, à trouver les gens qu'on veut, etc. Alors là, il est clair que ce n'est pas à 20 mois, dans les cas qui nous intéressent. Si vous allez vraiment du moment où on rassemble jusqu'au moment où on achève les désarmements, là, je pense qu'on est plutôt près de 30 mois que de 20. Quoi. Et il en va de même des campagnes terrestres, où effectivement toutes ces phases sont aussi importantes que celles qu'on raconte d'habitude. Deuxième comparaison, le temps de transmission des ordres et des comptes rendus. À l'époque, sur Terre, c'est également très très long, et le problème de l'obéissance des subordonnés éloignés à l'esprit de la mission d'ensemble est également un vrai problème à cette époque-là. Pour ma part, je vois deux autres comparaisons qui différencient nettement les deux campagnes. La première, c'est l'emprise du milieu. Le milieu est, à cette époque, infiniment, d'après votre description, infiniment plus coercitif, beaucoup plus prégnant, beaucoup plus déterminant pour l'ensemble du déroulement de la campagne que ça ne l'est sur Terre, où déjà l'importance du milieu est très très grande. Mais là, à la mer, ça semble être absolument capital. La pluie ne vous empêche pas de marcher. Voilà. La neige, ça peut être déjà beaucoup plus contraignant, mais là, exactement. Là, quand vous ne pouvez même pas partir, la contrainte, vous la trouvez tout de suite. Le premier élément très très différenciant entre les campagnes maritimes et les campagnes terrestres. Et l'autre élément à l'époque, c'est les techniques. Les armées de terre à l'époque ont peu d'équipements de techniques de pointe. Et certes, il faut des forges, certes, il faut des ateliers de charpente sur le terrain pour réparer les canons ou les voitures ou refaire les chevaux, mais ça reste quand même de la petite technique. Alors que là vous avez les systèmes d'armes les plus sophistiqués du temps. Les systèmes d'armes de l'époque, les systèmes d'armes marines, effectivement, sont d'une complexité... Un arsenal, c'est les installations industrielles les plus importantes de l'époque moderne. Et un vaisseau, alors surtout là, vous êtes vraiment à la pointe du savoir-faire, entre les vaisseaux français, les vaisseaux anglais que vous trouvez là-bas. C'est une somme de savoir-faire, une somme de matériel varié, et puis aussi chacun représente un investissement tout à fait considérable. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut signaler, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça vous est des familiers à tous, c'est que ici, vous avez les désertions ne sont possibles qu'au port, première chose qu'il faut rappeler, que le destin est beaucoup plus collectif
qu'à terre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de chances de périr tous ensemble. On meurt ou on gagne tous ensemble, beaucoup plus qu'à terre. Et c'est peu de le dire. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre sur cette idée de milieu, de déterminisme lié au milieu, que du coup, dans les campagnes navales, le milieu physique, l'océan, tend à devenir un second adversaire, en plus de l'adversaire? On commence d'abord à se battre contre l'océan, à mon avis. Et ensuite, c'est-à-dire que d'abord, il faut faire avec lui, pour le meilleur et pour le pire, tous les jours. C'est ça. Les Anglais, on ne les voit quand même pas tous les jours. Alors après, il y a aussi une différence à terre. Bon, je laisse de côté quand il y a un bateau qui explose, ou vous voyez, ça c'est vraiment des choses exceptionnelles. Mais le décalage est beaucoup plus grand à terre entre, vous voyez, le nombre de pièces d'artillerie qui peuvent entrer en action dans un combat naval, et on est surpris en général par le caractère, alors ça fait du dégât matériel, etc., mais sauf si vous avez vraiment un bâtiment qui se trouve attaqué sur les deux bords et contre amener son pavillon après avoir été matraqué pendant une journée entière. Mais quand on voit le nombre de boulets tirés, le nombre de morts et de blessés n'est pas nécessairement aussi considérable que ce qu'on pourrait attendre en dépit de l'acharnement. Alors après, tout dépend combien d'heures ça dure, quoi, et la tournure que prennent les choses. Mais dans la plupart de ces batailles, alors il faut mettre les saintes à part, hein, parce que là, on n'est pas sur... ça prend une tout à fait autre tournure. Mais quand vous regardez, alors c'est évidemment complètement inégal d'un bâtiment à l'autre selon la place du bâtiment dans la ligne, mais bon, c'est pas une hécatombe comme vous pourriez avoir à terre avec une puissance de feu a priori largement inférieure. Mais commandant, vous vouliez... Oui. Que ce soit autrefois ou d'ailleurs jusqu'à un certain point maintenant, ces comparaisons peuvent être toujours intéressantes pour avoir des ordres de grandeur, mais je ne sais même pas si elles sont véritablement en fait profondément fondées. Si on prend par exemple, là, je vais passer 20 ans plus tard ou même 30 ans plus tard, mais typiquement toute l'opération de Russie de Napoléon doit tenir probablement, alors que c'est entre guillemets pour l'époque, c'est quand même le chef-d'œuvre des opérations. Avant, il faut remonter pratiquement à Alexandre, je pense que j'en ai pas oublié beaucoup entre les deux, doit tenir dans l'Occident, doit tenir sur la page de droite de votre schéma, en termes de développement. Ah oui. Voilà. Donc les ordres de grandeur, de taille ne sont pas les mêmes. Je me plaisais à rappeler, je ne sais plus quand, que même l'entreprise malheureuse de Villeneuve, avant d'aller se faire détruire à Trafalgar, il avait couvert lui-même en termes de surface beaucoup plus que ne le fera jamais Napoléon à terre. De la même manière, l'ordre de grandeur, je crois que c'est Wagram qui est réputé comme étant la bataille de l'artillerie qui doit aligner quelque chose comme 400-450 canons. Trafalgar, peu de temps avant, en a aligné quelques 5000. Donc je pense que toutes ces comparaisons, que ce soit en termes de temps, de distance et de moyens, différents, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont mieux que, moins que, on n'est pas sur les mêmes échelles. Ce sont effectivement des échelles d'espace-temps, et je vais même compléter par une comparaison présente. Actuellement, la doctrine, c'est plus qu'une mode, c'est une doctrine, et il y a un certain nombre de nécessités est interarmée, mais quand on essaie de calquer au sein d'un unique CPCO les constantes de temps, d'espace-temps de l'armée de l'air, de la marine et de l'armée de terre, on s'aperçoit quand même qu'assez rapidement, on essaie de faire tout rentrer dans la même valise. Bon, les gens ne sont pas idiots, donc s'ils sont habitués, mais il est très clairement même quand on essaie de faire, on compare quand même des carottes et des patates, d'une manière ou d'une autre. Personne ne disant d'ailleurs que les carottes sont mieux que les patates ou que les patates sont mieux que les carottes. Mais il faut être conscient que toutes ces entités-là, pour les comparaisons, se heurtent assez rapidement pratiquement à des limites physiques ou à des limites de fait qui font que... S'il faut 3 semaines pour, dans le meilleur des cas, pour traverser l'Atlantique, je ne sais pas si quelqu'un ici sait combien de temps il fallait pour qu'un message puisse aller de Moscou à Paris quand Napoléon est arrivé jusqu'à Moscou. Ce serait intéressant. En tout cas, ça illustrerait bien 2 semaines, oui. Mais enfin bon, évidemment, on voit sur la carte que... Oui, alors là, il y a le télégraphe qui facilite.
Mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur pour tout, quoi. Les Français ne bénéficient absolument pas des facilités de l'arsenal de la Havane? Moins que ce qu'on... Enfin, c'est occasionnel, mais c'est-à-dire que les Espagnols ont déjà leur propre bâtiment, hein, à construire, à réparer. Donc les Français, de fait, n'ont aucune base. Et ils n'ont pas, là, de ce point de vue-là, ils ne sont pas aussi bien équipés, quoi. Ce qui rend d'ailleurs ce qu'ils ont été capables de faire d'autant plus remarquable. Oui. Mais, si vous voulez, ça aide à comprendre aussi l'usure qui est celle de la flotte d'Amiral de Grasse au moment des Saintes, hein, indépendamment des disputes internes, mais l'outil n'est pas en bonne condition. Et après, on va se débrouiller avec partout où on pourra trouver des moyens de caréner des bâtiments, de les remettre en état, de manière à rester sur zone pour l'année suivante. Et on voit, alors on en voit à Boston, on demande des choses espagnoles, hollandais aussi. Mais il manque toujours quelque chose qui permette vraiment de s'appuyer sur une vraie base, quoi. Il n'y a aucune tentative de combinaison, alors le mot est un petit peu audacieux, mais d'articulation, on pourrait dire, entre cette guerre d'escadre et des velléités de guerre de course? Il n'y a aucune articulation possible. Il y a aussi un peu de course, hein, aux Antilles. Oui. Mais enfin, là, on a vraiment des escadres qui sont... ces escadres peuvent intervenir dans une guerre au commerce. Oui. Hein, si on capture, par exemple, ceux qui, quand la Motte Piquet capture le convoi avec tout ce que Rodney a volé aux gens de Saint-Eustache, là, on est aussi dans une forme de guerre au commerce. Mais bon, il y a aussi des phénomènes de course, hein, dans les Caraïbes. Hein. Mais qui ne sont pas articulés de façon consciente et stratégiquement pensée. Non, enfin pas à ma connaissance, en tout cas. Oui, je ne pense pas, effectivement. Je crois qu'ils avaient déjà assez de quoi s'occuper. Oui. Dernière question. Merci, professeur, tout d'abord. Une question, effectivement, pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Merci. Donc je recommence. Merci, professeur. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour se préparer, s'entraîner ensemble, qu'est-ce qui peut expliquer que d'un corps de Marines va naître d'un côté de l'Atlantique et pas vraiment ailleurs? Alors, je vois que notre hôte a des idées sur la question, ce qui n'est pas une manière de botter en touche. Après, là, sur ce qui est ponctuellement la réponse à votre question, moi j'ai moins d'idées, je pense, que Laurent Héninger, faute d'avoir étudié cet aspect-là des choses. Peut-être que... Non, ce que je peux dire, c'est que, en fait, c'est pas une question de part et d'autre de l'Atlantique. C'est que, à cette époque-là, les Anglais aussi ont déjà un corps de Marines, d'infanterie de marine. Les Américains vont en créer un pendant leur guerre d'indépendance. Les Français en ont déjà, ils ont les compagnies franches de la marine. Ils ont des régiments de troupes de marine. Sauf qu'elles sont plutôt utilisées à l'intérieur des terres en Amérique du Nord pour faire de la guérilla avec les Indiens contre les Anglais, d'une part. D'autre part, la vraie différenciation entre d'un côté des pays anglo-saxons ou néerlandais qui vont continuer à avoir des vrais corps de Marines et en infanterie de marine, et les Français, où l'infanterie de marine va peu à peu se transformer en infanterie, de fait en tout cas, en infanterie coloniale, cette différenciation va se faire beaucoup plus tard. 19e et même début 20e siècle, puisque c'est en 1900 que les troupes de marine vont quitter le giron du ministère de la marine pour passer à celui des colonies. Donc c'est beaucoup plus tard, là, si tu veux. C'est pas à ce moment-là. Je crois que le commandant aussi. Ouais. Oui, quelques précisions. Initialement,
dans les opérations qui commencent à être des opérations combinées des Anglais, des Anglais puis des Britanniques, contre la France, c'est l'armée de terre qui embarque sur les bateaux. Donc, grosso modo, ça commence par la guerre de la Ligue d'Augsbourg et ça va continuer jusqu'à la guerre de 7 ans. C'est en 1755 que les troupes de l'armée de terre britannique, qui embarquent régulièrement et de plus en plus régulièrement, c'est dans toute la stratégie britannique sur les bateaux, vont être transférées à la marine. Ça vient notamment d'un élément qui est non négligeable, c'est qu'ils se sont aperçus, Saint-Cas ne s'est pas encore produit. Donc la fois où ils se sont pris une raclée pour être restés trop longtemps à terre. Mais ils se sont déjà aperçus que pour gérer des opérations combinées, d'un point de vue technique, entre guillemets, la partie maritime est beaucoup plus compliquée à gérer que la partie terrestre et qu'il va falloir que le commandant de l'opération soit un marin. Et pour régler les problèmes de conflit qui existent aussi bien chez eux que chez nous, on va effectivement mettre le commandant marin et donc les troupes relevant de la marine. Comme elles ne font pratiquement que ça, car dans toute cette époque-là, il n'y a pratiquement pas d'intervention de l'armée britannique. D'ailleurs, qu'est-ce que l'armée britannique à l'époque? C'est pas grand-chose. Donc le rattachement du Royal Marine, c'est bien l'armée britannique dont une grosse partie, devient le Royal Marine qui en plus dans ça fait la défense des ports, etc. En France, on a effectivement les compagnies franches, sachant que dans toutes les opérations coloniales de longue durée, c'est-à-dire Nouvelle-France, etc., très rapidement, il y a déjà une vieille tradition en France, c'est que la marine forme des troupes et qu'elle lui soit chippée par l'armée au bout de quelques temps. Donc les compagnies franches de Richelieu, c'est ce qui va leur arriver sous la Fronde. L'équivalent des compagnies franches de Louis XIV, c'est ce qui va leur arriver effectivement à la fin de Louis XIV. Ce sont donc des troupes organisées par la marine, etc., qui vont finir à terre, et ça varie 3 ou 4 fois. Ce que Laurent disait, la dernière fois c'est 1900. La dernière en date, dirons-nous, c'est effectivement 1900, ça va varier plusieurs fois. Mais surtout ce qui va se passer, c'est la fameuse année noire, c'est Wonderful Year pour les Britanniques et année noire pour les Français, au moins pour les marins. En 1759, après les deux défaites de Lagos et des Cardinaux, pour faire très court, il n'y a plus de marine. Il y a quelques bateaux qui se baladent encore, mais enfin la marine est pleine de dettes, etc., etc. Et pour régler le problème de pertes, il n'y a pas eu de gigantesques pertes à un instant donné, mais la guerre de 7 ans a abouti, précédée de la guerre de succession d'Autriche, etc., a abouti une liquéfaction de la marine. Et en 1759, Choiseul voulant recréer la marine, l'objectif c'est de prendre la revanche. La revanche, ça va être la guerre d'Amérique, justement. Va en fait interarmiser complètement les troupes. Et typiquement, si on passe de quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus durable à l'époque que l'infanterie de marine, qui est l'artillerie de marine, parce que l'artillerie de marine, c'est aussi les forges. Donc, le corps noble, entre guillemets, des troupes de marine à l'époque, c'est l'artillerie de marine, et l'infanterie de marine, ça fluctue suivant les besoins. Et tout, en fait, va être transféré au ministère de la guerre, sachant que Choiseul est à la fois, les Choiseul est à la fois guerre, marine et colonie et affaires étrangères. Donc c'est un unique ministère. Et en fait, Choiseul va rassembler tout ça sous forme d'une espèce de troupe interarmée fournissant à la fois l'infanterie et l'artillerie des vaisseaux. Mais comme Choiseul est quelqu'un de pragmatique, alors que dans d'autres cas, on aura affaire à un certain nombre de doctrinaires, Choiseul s'apercevra très rapidement que l'indifférenciation des troupes amenées à servir des bateaux amène des catastrophes, et donc va respécialiser au sein de ce ministère unique de la défense nationale avant l'heure, va respécialiser certains corps qui ultérieurement vont redevenir des troupes de marine. Mais ça veut dire que, et ça va, je vais même faire l'histoire courte là-dessus, vous allez avoir des troupes de l'armée de terre qui vont être injectées en assez grand volume parce qu'il faut trouver des gens. Il n'y a plus les anciens trucs. Les anciennes troupes de marine sont commandées uniquement par des officiers de vaisseau. À partir des réformes de Choiseul et du mélange, on va avoir des officiers des troupes. Il va y avoir la deuxième hémorragie de la guerre d'Amérique. Il va y avoir ensuite la création en 1786 du corps des canonniers matelots. Et là, il va se passer quelque chose qui va être l'aboutissement de ces choses qui se côtoient mais ne se mélangent pas. C'est-à-dire que les officiers de vaisseau vont toujours avoir ce que je caricaturerais en disant les bons postes, et les officiers des troupes, qui ne sont plus forcément physiquement les mêmes personnes de 1761, qui sera un peu vieux en 1786, vont avoir les postes secondaires. Ça va aboutir à une scission sous la Révolution, où on va recréer les troupes de marine, qui ont fait très clairement sécession, alors que le Grand Corps, en 1791-93,
il disparaît de la circulation dans tous les sens du terme. On va avoir, après, ce que j'appellerais une zone d'ombre de 1793 à 1815, marquée au milieu, il y a Trafalgar, une mise en sommeil de la marine. Non pas qu'il n'y ait pas de marins, mais enfin globalement, la période napoléonienne pour la marine, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus glorieux. On va avoir le retour des anciens qui sont partis en 1791. Il n'y aura pas que ça, bien entendu, mais en termes de mentalité, on va revoir les anciens qui n'ont pas du tout oublié ce qui s'est passé en 1789, 90, 91. On va avoir en plus, Napoléon a créé les équipages de haut bord, on va créer peu de temps après les équipages de ligne. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin à partir de ce moment-là d'avoir à la fois des troupes et des équipages à bord des bateaux. Ce sont les équipages qui font tout. Et de ce fait-là, appelons un chat, avec un vaste règlement de compte, en grande partie d'ailleurs injustifié quand on regarde les états de service des uns et des autres, on va avoir progressivement les troupes de marine qui vont être déportées dans tous les sens du terme aux colonies. Je vous le dis, il y a du règlement de compte dans l'air. On constate d'ailleurs que les amiraux qui ont affaire aux troupes de marine sont généralement entre bienveillants et fort bienveillants avec les dites troupes qui sont envoyées, pas tout à fait au bagne, mais un petit peu, quoi. Aux colonies, on y crève, hein, pour cause de climat. Alors qu'inversement, à Paris, il y a une séparation qui est tenue de main de fer et que tous les ministres qui vont essayer de faire lever cette séparation vont avoir des cabales dans le cabinet, dans le truc, etc. Et le résultat, c'est que cette séparation, cette nécessité faite par Choiseul avec la rupture de la Révolution, va aboutir à deux corps qui deviennent de plus en plus différents et qui deviennent de plus en plus hétérogènes au même ministère. Et avec des hauts et des bas, je vous passe les détails. C'est ça, avec des problèmes de plafond de verre, etc., qui va aboutir en 1900 à ce que dès que les troupes de marine vont voir une porte ouverte qui leur permet de sortir d'un système où grosso modo, il n'y a pas d'avancement, enfin il y a toute une série de contraintes, vont s'empresser effectivement de partir, et en l'occurrence, ce sera l'armée de terre qui va les récupérer. Mais donc c'est une très longue période. Autant les charges sont bien réparties chez les Britanniques, où c'est initialement l'armée qui embarque et qui est intégrée, et c'est ce qui va donner... les Britanniques, c'est quand même le modèle américain. Alors maintenant, on ne sait plus trop qui est le modèle de qui. Mais enfin, grosso modo, le monde anglo-saxon va prendre une solution. Et que pour l'histoire que j'ai brièvement résumée là, on va avoir justement, à partir au contraire d'un noyau unique, sous Louis XIV et sous Richelieu, ce sont bien des officiers de vaisseau. On va avoir au contraire séparation, jusqu'à carrément changement d'armée des troupes de marine, qui à ce moment-là en plus débarquent mais ne rembarquent plus. C'est l'armée coloniale, et là, elle va carrément prendre le titre d'armée coloniale, et quelque part, les choses seront claires. Oui, cette histoire de la création des troupes de marine, je l'ai un petit peu étudiée aussi il y a quelques années, dans une perspective plus comparatiste. C'est une histoire effectivement compliquée, hein, très compliquée, comme tu peux t'en rendre compte. Il faudrait faire... Là, tu as posé une question, tu as ouvert la boîte de Pandore. Hein, en fait. Il faudrait un autre exposé. Hein, bon. Mais là, c'est une lecture... C'est pas que je suis en désaccord avec toi, hein, Emmanuel. C'est la lecture institutionnelle et organisationnelle que tu as donnée. On peut aussi en faire une lecture stratégique. Je pense que c'est pas un hasard si ce sont des puissances authentiquement navales qui savent maintenir une vraie infanterie marine, et une puissance qui a toujours hésité entre sa vocation, son essence terrestre et son essence maritime, qui n'a jamais réussi à créer de véritables troupes de marine. Il y a aussi ça comme lecture. Mais ça se complète. Il y a un élément, c'est comme la marine à l'époque étant sinusoïdale, quand il n'y a plus de marine, c'est le cas sous la Fronde, c'est le cas pendant une partie de la Révolution et de l'Empire, les troupes de marine, enfin dites de marine, sont tout naturellement utilisées là où on a besoin d'elles, c'est-à-dire à terre. Et ça crée des liens, comme dirait l'autre. Oui, oui. Mais le fait est qu'au départ, les fonctions, cette fois-ci je parle en termes professionnels, techniques, parce que pour moi, soldats, marins, tout ça sont des métiers d'abord et avant tout, au même titre qu'ébéniste, boulanger, confiseur. Même si je choque en disant ça, je pense que c'est d'abord et avant tout ça. Les professions de marins et les professions de soldats sont vraiment différentes. Et c'est pas un hasard si on fait venir des hommes de terre pour assumer des fonctions de fantassins
à bord des bateaux. C'est parce que c'est eux qui ont cette compétence. Je pense que c'est pas un hasard si encore on voit les dénominations des grades des officiers mariniers, parce que dans l'armée de terre on appelle les sous-officiers. Dans l'armée de terre on parle de sergents, d'adjudants, de caporaux, etc. Dans les marines, on a des termes qui sont des termes qui viennent directement du monde des corporations et des métiers. Maître, premier maître, etc., etc. Je pense que c'est pas un hasard du tout. Ils apportent, les gens de la terre apportent des savoir-faire de soldats que n'ont pas. Ce qui ne veut pas dire que les marins ne savent pas se battre, hein, mais c'est pas la même chose. Enfin bon, c'est un immense débat. Hein. Voilà, on est obligé de. On a déjà, oulala, largement débordé. Désolé, professeur. 1000 fois merci à nouveau pour cette conférence. Vous voyez qui promettait de se prolonger. Et donc rendez-vous le 19 février prochain.